Décembre 1989. Le soleil écrase la Floride d'une lumière blanche, presque aveuglante. Sur une petite route de comté non loin de Daytona Beach, un automobiliste remarque quelque chose d'étrange, juste derrière la ligne d'arbres. Une forme allongée, immobile. En s'approchant, il comprend. Le corps d'un homme gît à demi nu, le torse criblé de balles. L'odeur de la terre chaude se mêle à celle, plus âcre, du sang séché. Autour de lui, aucun indice immédiat. Pas de véhicule, pas de papier d'identité. Juste le silence pesant des pins et le bourdonnement des insectes. La police locale arrive rapidement. Les officiers notent que les poches ont été retournées, les clés manquent, le portefeuille aussi. Le corps sera bientôt identifié. Richard Mallory, 51 ans, propriétaire d'un atelier de réparation électronique. Il a quitté sa maison 2 jours plus tôt, direction Clearwater. Il n'y est jamais arrivé. Rien, à ce moment-là, ne laisse présager que ce meurtre est le premier d'une série. Mais sur cette route poussiéreuse, un fantôme vient de naître. Celui d'une femme qui, dans les mois suivants, fera trembler la Floride tout entière. Pour comprendre comment Aileen Wuornos en est arrivée là, il faut remonter à plus de 30 ans en arrière. Loin de la chaleur moite de la Floride, dans un hiver froid du Michigan. Rochester, 1956. Aileen Carol Pittman voit le jour le 29 février, un jour qui n'existe qu'une fois tous les 4 ans. Une naissance presque symbolique pour une existence hors du temps. Sa mère, Diane, n'a que 14 ans. Son père, Leo Del Pittman, 18. Il est déjà en prison pour agression sexuelle sur mineurs. Quelques années plus tard, il se pendra dans sa cellule. Aileen ne le connaîtra jamais. À 4 ans, sa mère l'abandonne, elle et son frère Keith, aux mains de leurs grands-parents, Laurie et Britta Wuornos. La maison familiale à 3 n'a rien d'un foyer aimant. Laurie est un homme brutal, alcoolique, colérique. Il frappe souvent, crie tout le temps et impose à ses petits-enfants une discipline sans affection. Aileen grandit dans la peur. Très tôt, elle comprend qu'elle n'a personne à qui faire confiance. À 11 ans, elle découvre le rejet social. Les autres enfants du quartier la traitent de sale fille. À 12 ans, elle commence à échanger des faveurs sexuelles contre des cigarettes ou de la nourriture. À 13 ans, elle tombe enceinte après avoir été violée, selon elle, par un ami de son grand-père. L'enfant sera adopté. Quelques mois plus tard, sa grand-mère meurt d'un trouble du foie et son grand-père la jette dehors. Aileen a 14 ans. Elle vit désormais seule dans les bois autour de Troyes, dormant dans une vieille voiture abandonnée. L'hiver du Michigan est glacial. Elle apprend à voler, à se défendre, à ne plus dépendre de personne. L'idée que le monde lui doit quelque chose s'installe lentement. Elle ne sera plus jamais une victime, se promet-elle. Au milieu des années 1970, Aileen Wuornos quitte le Michigan. Elle part vers le sud, seule, le pouce levé sur les autoroutes interminables des États-Unis. Elle a à peine 20 ans. Son visage est encore celui d'une jeune femme, mais son regard, lui, est déjà usé. Pendant les 15 années suivantes, elle va vivre une existence de route, motel miteux, bars de routiers, prostitution sur les bords de highway. Chaque nuit, un nouveau client, un nouveau risque. Les arrestations s'enchaînent, vol à main armée, conduite en état d'ivresse, possession d'armes, agression. Toujours de petites peines, toujours un retour à la rue. Aileen s'habitue à survivre dans la marge. En 1976, un épisode singulier. Elle épouse un homme de 69 ans, un riche yachtman de Floride. Quelques semaines plus tard, il dépose plainte contre elle pour violence domestique. Le mariage est annulé et Aileen disparaît à nouveau. Ces années suivantes ressemblent à une longue errance. On la voit en Géorgie, au Texas, en Louisiane. Toujours sur la route, toujours en quête de chaleur humaine et d'argent facile. Elle se décrit souvent comme une femme fatiguée mais dure. Ses colères sont imprévisibles. Elle boit beaucoup, elle parle vite, parfois avec une nervosité agressive, comme si chaque conversation était un combat. Et pourtant, malgré la dureté, il reste en elle une forme de naïveté. Elle croit encore au fond qu'un jour quelqu'un l'aimera pour ce qu'elle est. Ce n'est qu'en 1986, dans un petit bar de Daytona Beach, qu'elle rencontre celle qui deviendra son seul repère, Tyria Moore. Daytona Beach, Floride. Une ville où les touristes affluent l'été, où les routes bordées de palmiers se remplissent de bruit et de chaleur. Mais quand le soleil décline, une autre ville se réveille, celle des bars mal éclairés,
des motels à l'heure, des gens qui ont tout perdu et qui errent sans but. C'est là qu'Aileen Wuornos trouve refuge. En 1996, elle rencontre Taria Moore, une femme timide, employée d'hôtel originaire de l'Ohio. Les deux se croisent dans un bar gay. Ce soir-là, Aileen vient de passer plusieurs jours sans dormir, sans argent. Taria lui offre un verre. Ce geste, simple, marque le début d'une relation fusionnelle. Aileen est passionnée, possessive, presque enfantine dans sa manière d'aimer. Taria, plus réservée, voit en elle une femme fragile, à la fois dangereuse et désespérément attachante. Elles deviennent inséparables, mais l'amour chez Aileen ne guérit rien. Il ne fait que cacher la peur de l'abandon. Elles vivent dans des motels bon marché, parfois dans des voitures volées, souvent dans les bois. Aileen continue à se prostituer pour payer les nuits d'hôtel, la nourriture, l'alcool. Taria ferme les yeux. Elle sait d'où vient l'argent, mais elle préfère ne pas poser de questions. L'équilibre est précaire, mais c'est le seul qu'elles aient connu. À mesure que les mois passent, la colère d'Aileen s'intensifie. Elle parle souvent de la haine qu'elle éprouve envers les hommes. Elle les voit comme des prédateurs, des profiteurs, des menteurs. Elle répète que la route l'a rendue dure, qu'elle doit se battre pour survivre. Ces mots trahissent un glissement. Ce qui n'était qu'un moyen de subsister devient lentement un terrain de vengeance. Le premier meurtre. Richard Mallory, 51 ans, propriétaire d'un atelier de réparation électronique à Clearwater. Un homme décrit comme excentrique, parfois violent, souvent solitaire. Il prend Aileen en stop près de Daytona, un matin d'hiver. Elle propose ses services. Il accepte. Il roule jusqu'à une zone boisée pour être tranquille. Selon Aileen, c'est là qu'il aurait sorti une corde et tenté de la violer. Selon les faits, c'est là qu'elle sort un pistolet calibre 22 et lui tire plusieurs balles dans le torse. Elle prend sa voiture, ses papiers, son argent. Elle jette le corps dans les bois. Puis elle conduit, roule sans but, boit, rit avant d'abandonner la voiture. C'est le début. 6 mois plus tard, un autre corps, celui de David Spears, ouvrier de 43 ans retrouvé nu au bord de l'autoroute 19. 6 balles dans le torse. Les enquêteurs ne trouvent aucune trace de lutte, aucun signe de vol violent. Mais la similitude avec le meurtre de Mallory intrigue. Même calibre, même méthode. 12 jours après Spears, Charles Carskadon, 40 ans, chauffeur routier. Son corps est retrouvé dans le comté de Pasco. 9 balles tirées à bout portant. Sa voiture, une Cadillac, est retrouvée plusieurs semaines plus tard, abandonnée. À bord, des empreintes féminines partielles, impossibles à identifier. Un représentant de commerce de 50 ans, Troy Burress, disparaît lors d'une tournée entre Ocala et Winter Garden. Son corps sera découvert à moitié enterré, criblé de balles. Encore une fois, même calibre, même signature. Les policiers commencent à parler d'un tueur en série. Mais à ce moment-là, personne n'imagine qu'il s'agit d'une femme. Ancien chef de la police, Charles Humphreys est retrouvé dans le comté de Marion, toujours tué par balle. Le modus operandi ne laisse plus de doute. Un même individu frappe à intervalles réguliers. Mais la presse ne s'y intéresse pas encore. Ce sont juste des morts sur les routes de Floride, des marginaux, des routiers, des inconnus. Le cas Peter Sims sera crucial. Son véhicule, une Pontiac blanche, est retrouvé abandonné, couvert d'empreintes et de traces de sang. 2 témoins disent avoir vu 2 femmes quitter la voiture après un accident léger, puis s'enfuir à pied. L'une est grande, cheveux clairs, l'autre plus petite, brune. Pour la première fois, la police dispose d'un signalement précis. Dernier corps connu, celui de Walter Antonio, 62 ans. 4 balles dans le torse. Son véhicule, une voiture d'occasion, est retrouvé plusieurs jours plus tard, à l'autre bout de l'État. Les meurtres s'étalent désormais sur une année complète. 7 hommes, 7 morts sur les routes du centre de la Floride. À la fin de 1990, la police d'État de Floride et plusieurs comtés collaborent enfin. Les balles sont toutes du même calibre, 22. Les témoignages parlent d'une femme blonde, sale, nerveuse, souvent accompagnée d'une autre femme plus jeune. Les enquêteurs fouillent les bars de Daytona, les motels, les campings. Les portraits robots circulent. Le 9 janvier 1991, dans un bar nommé The Last Resort à Port Orange, la police met la main sur une femme qui correspond parfaitement au signalement. Elle s'appelle Aileen Carol Wuornos. Elle est ivre, méfiante, fatiguée. Ses vêtements sentent la sueur et le tabac. Elle nie tout. Mais au même moment,
Les agents retrouvent Tyria Moore, qui vit désormais dans l'Ohio. Ils lui proposent un marché. Elle collabore, ou elle sera inculpée comme complice. Pendant 3 jours, Tyria téléphone à Aileen depuis un hôtel enregistré par la police. Elle lui parle d'amour, de peur, de regret. Aileen, pensant la protéger, finit par tout avouer. Elle dit avoir tué, mais toujours en légitime défense. Toujours contre des hommes qui voulaient la violer. Ses aveux enregistrés scellent son destin. Le 16 janvier 1991, Aileen Wuornos est officiellement inculpée pour le meurtre de Richard Mallory. Les autres chefs d'accusation suivront. Elle comprend rapidement que Tyria a témoigné contre elle. Sa seule attache, sa seule famille, vient de la trahir. En cellule, elle s'effondre puis se referme. Elle répète que la justice veut sa peau, que les hommes l'ont condamnée dès sa naissance. Elle dira plus tard « Je me suis défendue. Il m'aurait tué si je ne l'avais pas fait. » Mais pour les enquêteurs, le schéma est clair. Chaque victime était un homme seul, souvent avec de l'argent ou un véhicule, tué, dépouillé, abandonné. Les preuves sont accablantes. Le procès d'Aileen Wuornos s'ouvre en janvier 1992 au tribunal du comté de Volusia en Floride. Elle est accusée du meurtre de Richard Mallory, le premier de la série. Les autres affaires suivront, mais c'est celle-ci qui scellera son sort. Dans la salle d'audience, Aileen apparaît tendue, le visage durci par des mois de détention. Elle parle fort, s'emporte souvent, s'adresse directement au jury, comme si elle cherchait encore à convaincre quelqu'un, n'importe qui, qu'elle avait eu raison. Les témoins défilent, les preuves s'empilent, les armes, les objets personnels des victimes retrouvés chez elles, les balles identiques, les aveux enregistrés. La défense plaide la légitime défense, mais la personnalité d'Aileen, instable, explosive, joue contre elle. Son attitude, son langage cru, son mépris des conventions, tout concourt à faire d'elle ce que les médias appellent bientôt la première tueuse en série moderne des États-Unis. Le 27 janvier 1992, le verdict tombe. Coupable de meurtre au premier degré. La sentence, la peine de mort. Les années suivantes, les autres procès ne feront que confirmer la première décision. 6 condamnations à mort au total. Aileen Wuornos attend son exécution dans le couloir de la mort de la prison de Broward County, puis à Stark, en Floride. Les années passent lentement derrière les murs gris de la prison. Aileen reçoit la visite occasionnelle de journalistes, de curieux, de croyants venus la convertir. Elle écrit beaucoup, parle de Dieu, de justice, de vengeance. Son état mental se détériore. Elle affirme être surveillée, contrôlée, empoisonnée par les gardiens. Certains observateurs voient en elle une femme psychotique, d'autres une âme détruite par l'abandon. En 2001, elle retire tous ses recours. Elle écrit qu'elle ne veut plus vivre, qu'elle est fatiguée de se battre contre un monde qu'elle déteste autant qu'il la déteste. Elle déclare « Je tuerai encore si on me relâche. J'ai la haine en moi, et cette haine ne s'éteindra jamais. » Le 9 octobre 2002, à 9h47 du matin, Aileen Wuornos est exécutée par injection létale à la prison de Stark, en Floride. Ses derniers mots sont étranges, presque délirants. « J'irai avec Jésus et je reviendrai sur terre au jour du jugement. » Quelques heures plus tard, son corps est incinéré. Ses cendres sont envoyées dans le Michigan, là où tout avait commencé. L'histoire d'Aileen Wuornos est celle d'une chute qui n'a peut-être jamais eu de sommet. Une vie marquée par la misère, la violence, l'abandon, où la frontière entre victime et bourreau s'est lentement effacée. Dans les archives, son nom reste associé à la monstruosité. Mais quand on relit son passé, quand on remonte à l'enfant perdu dans les bois du Michigan, à la jeune fille rejetée, violentée, humiliée, on comprend que la violence chez elle n'est pas née d'un instant, mais d'une accumulation. Une haine nourrie par le rejet, amplifiée par la rue, façonnée par la survie. Ses crimes sont impardonnables, mais sa trajectoire questionne. Combien d'enfants brisés deviennent des adultes dangereux parce que le monde les a condamnés avant qu'ils puissent choisir? Combien d'existences comme la sienne glissent dans l'ombre sans que personne ne s'en aperçoive? Aileen Wuornos n'a jamais trouvé la paix, ni dans la vie, ni dans la mort. Elle est devenue une légende sombre, un symbole d'un désespoir trop humain pour être seulement jugé, trop violent pour être ignoré. Et au fond, sur ces routes brûlantes de Floride où tout a commencé, il reste encore peut-être quelque chose d'elle, une trace, une peur, un écho. Celui d'une femme qui, dans sa folie, a voulu reprendre le pouvoir que la vie lui avait volé.
mais qui, ce faisant, a perdu son âme.